Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Dev. On est mardi 18h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine. On a 10 minutes ensemble pour balayer 10 ressources partagées par la communauté hebdo avec 2o.fr. C'est le site qui vous permet, vous pouvez venir participer, proposer des ressources, des actualités que vous avez trouvées pertinentes et qui peut-être finiront dans cette vidéo. On se donne rendez-vous tous les mardis à 18h. Alors avant de débuter, vous connaissez le jeu sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, le petit like, le petit commentaire et on n'attend pas plus, on commence tout de suite. Alors je vous présente le site hebdo.fr pour ceux qui ne le connaissent pas et si vous souhaitez partager une ressource, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes inscrit et vous pouvez partager, soit vous n'êtes pas inscrit et ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit bouton partager une ressource, vous mettez un titre, une URL, un pseudo, un email et c'est parti. Vous pouvez partager les ressources à l'ensemble de la communauté hebdo.fr. Et d'ailleurs, cette semaine, la première ressource dont on doit parler ensemble, c'est un article de Smaïn Milani. C'est régulièrement des articles qui sont produits par lui que nous partageons parce qu'ils sont vraiment super intéressants. Et donc là, il a traduit un article qu'il a publié un peu plus tôt la semaine dernière. Il a traduit en français, donc on a le plaisir de pouvoir le lire en français. Un article sur l'utilisation des constantes de classe avec PHP. Et si vous ne savez pas trop ce que c'est, il nous le dit tout de suite en introduction, au moins comme ça les choses sont claires. Une constante est un identifiant pour faire référence à une valeur donnée qui ne peut pas changer durant l'exécution du programme. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et si vous voulez apprendre plus sur les constantes de classe en PHP, je vous laisse découvrir l'article de Smaïn qui va vous donner plein d'exemples, plein de façons de l'utiliser. Pourquoi est-ce que c'est bien? Pourquoi ça doit être utilisé? Dans quel cas ça peut être intéressant? Donc là, vous avez un article extrêmement passionnant et la version évidemment anglaise en dessous. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Avec Smaïn, c'est toujours hyper qualitatif, donc vous ne serez pas déçus. Allez. Deuxième ressource sur le site prestaconcept.net qui nous font une petite genèse, une petite histoire, une bibliographie, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, une historiographie de Symfony. Et donc, peut-être que parmi vous, moi c'est pas le cas, mais parmi vous, il y en a qui ont débuté avec Symfony 1. Ça va leur rappeler probablement de bons ou de mauvais souvenirs, ça dépend bien sûr. Et donc cet article revient un petit peu sur les différentes grandes évolutions qu'il y a eu dans l'histoire de Symfony, la version 1, la version 2, la version 3, et ainsi de suite, et les changements qui ont été apportés au fur et à mesure des versions. Et finalement, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est quand ils abordent la question de Symfony 6, puisqu'en fait, ils expliquent que il n'y a pas tant de nouveautés que ça, il n'y a pas de révolution dans la version 6 et justement, en tout cas c'est ce qu'ils disent dans l'article, que c'est une preuve de maturité du framework puisque désormais, on va dans l'amélioration, on va dans, dans le peaufinement, mais en tout cas que les choix d'architecture commencent à être bien arrêtés, stables dans le temps et c'est ce qui fait que ce framework-là, d'autres aussi, mais en tout cas deviennent de plus en plus solides grâce à la maturité qu'il acquiert. Allez, on poursuit avec un article sur les joies du code.fr qui nous a fait un article excellent sur ce fameux ami ou ennemi, je ne sais pas, syndrome de l'imposteur. Il revient sur ce sujet-là, il revient sur comment vaincre le syndrome de l'imposteur et il nous propose d'arrêter de nous faire sentir stupide. Et donc, si vous êtes développeur, vous avez dû probablement déjà sentir ce fameux syndrome de l'imposteur. Et donc, un nouvel article qui traite de ce sujet-là, qui est un sujet relativement récurrent, mais l'article proposé par les joies du code est vraiment intéressant. Il est assez fouillé et assez long à lire, donc n'hésitez pas, si vous subissez vous aussi le fameux syndrome de l'imposteur, allez lire l'article, ça vous fera probablement un peu du bien. Prochaine ressource partagée par un membre de la communauté sur gitexplorer.com, qui est un site qui vous permet finalement de comprendre comment est-ce que l'on peut utiliser certaines commandes Git. Et c'est très simple à utiliser, vous allez sur le site, vous choisissez la commande que vous souhaitez découvrir, par exemple on va en prendre une toute simple, clone. Vous choisissez les options, par exemple je veux cloner un dépôt qui existe dans un nouveau directory. Et il vous donne la commande à taper et la petite explication.
Imaginez que par exemple vous souhaitiez faire un add, on va dire les nouveaux changements, eh bien vous avez tout de suite, hop, la petite commande git add, le nom du fichier ajouté et l'explication qui vient tout de suite avec. Donc c'est vraiment une super ressource, simple à utiliser, simple, efficace, c'est beau, ça marche. Donc eh bien faites-vous plaisir, hein, si vous avez un jour une commande. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a des commandes un petit peu, un petit peu toujours, on sait jamais trop comment ça marche. Allez, on va faire un cherry pick d'un commit de la branche avec ma branche courante pour savoir un petit peu d'appliquer un ou plusieurs commits en fonction des différences entre les branches. Bref, hein, vous pouvez aller faire du cherry picking. Vous souhaitez comparer deux tweets, qu'est-ce que je vous dis, deux commits, eh bien vous allez pouvoir trouver ici comment renvoyer le résultat dans un terminal. Hop, on lui passe les deux SHA des commits et on a le résultat dans le terminal, dans un fichier. Bref, c'est magnifique, c'est génial, c'est simple et efficace, on aime ça. Allez, autre ressource sur le site toutlinux.com qui vient nous faire un petit article comme ils le font à chaque fois sur la nouvelle version de PHP 8.11 qui vient de sortir, une version qui vient compléter finalement la version PHP 8.1 qui était sortie le 25 novembre. Eh bien, c'est une première mise à niveau qui est sorti la veille de Noël, le 23 décembre, et qui vous explique les petites nouveautés, et que du coup, vous pouvez comprendre comment ça fonctionne, notamment la fonction Fibers. Donc, vous pouvez aller découvrir ça. Bref, vous avez tous les éléments pour comprendre tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour apprendre un petit peu, pour suivre les nouveautés dans l'univers PHP. Et on continue encore cette semaine, on est vachement Symfony et vachement PHP, mais après tout c'est normal, hein. On parle beaucoup de Symfony sur cette chaîne. Sur le site de maxrafalco.github.io qui vient nous proposer comment améliorer les performances de nos tests avec Symfony. Et il nous propose plein de méthodes. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres abordés dans le sujet, mais si vous avez des tests qui utilisent le password hasher, utilisez une méthode qui est moins consommatrice que la méthode de base. Comme ça, au moins, vous savez que dans l'environnement de test, évidemment, vous allez utiliser un algorithme de hash qui va être plus rapide, moins consommateur de ressources, et ça va vous permettre de grandement améliorer vos performances en temps, en ressources. Là, par exemple, vous voyez que avant cette modification, ça prenait 12 secondes et désormais, ça prend 5 secondes. Donc, ça fait quand même de grosses améliorations. Et il vous donne comme ça plein d'astuces. N'utilisez pas le logging de Doctrine, etc., etc. Bref, plein de petites astuces pour gagner du temps dans vos tests. Allez, une autre ressource encore sur les tests. Eh oui, on aime parler des tests. Et un article du blog strangebuzz.com, toujours super intéressant, les ressources partagées sur ce blog, notamment sur Symfony. Et donc, c'est comment est-ce que vous pouvez, en tout cas c'est une proposition, organiser vos tests dans Symfony, histoire que ça soit rangé. Donc déjà, il vous explique les différents types de tests. Donc là, on est sur le test case, dans quel cas est-ce que c'est intéressant de l'utiliser. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, je vous laisserai découvrir ça. Dans quel cas est-ce que le kernel test case peut être intéressant? Vous vous en doutez, l'API test case et le web test case. Donc c'est tous les tests qui sont à notre disposition par défaut avec Symfony. Et ensuite, il y a une proposition. Alors bien sûr, il y a le Panther test case. Bref, et ensuite, sur comment est-ce que je classe tout ça. Est-ce que j'utilise des répertoires? Donc il nous propose un certain nombre de répertoires, de sous-répertoires même dans le répertoire test, afin de bien organiser nos tests, afin que tout ça soit propre. Et vous avez ici l'arborescence conseillée pour vos tests. Donc super intéressant pour bien structurer vos tests et que ça soit lisible pour tout le monde. Allez, on se dépêche, je vois le chrono, là on va exploser la boîte à temps cette semaine, mais c'est pas grave. Sur le site zdnet.fr, un article qui nous dit que les développeurs démissionnent. Pourquoi? Parce qu'il y a du code pourri, du code dégueulasse, et les gens ne veulent pas rester avec du code dégueulasse. En tout cas, c'est le point de vue de l'article, de dire que si les gens se barrent de vos entreprises, c'est peut-être parce que le code sur lequel travaillent vos développeurs, ne les intéresse plus, ou en tout cas n'est pas suffisamment intéressant. Bref, encore une fois, vous le voyez, un code propre, cohérent et testable, probablement ça fait rester vos développeurs. Donc en plus d'avoir du code de meilleure qualité, vous allez garder vos développeurs. Faisons des tests.
Allez, on poursuit avec un article sur dev.to qui vient nous expliquer comment configurer PHP pour loguer correctement avec Docker. Et donc, grosso modo, la proposition, c'est d'utiliser les différents streams à notre disposition pour streamer les logs stdin, stdout, stderror, stdin. Donc, il vous explique un petit peu comment est-ce qu'on peut aller consulter ces logs-là et comment on peut paramétrer, par exemple, PHP FPM pour aller écrire dans le stdout. On peut faire la même chose avec les applications PHP, lui dire où est-ce qu'on souhaite qu'il aille écrire. Nous, avec Symfony, mais par exemple Monologue, on peut lui dire, bien, tu vas loguer dans stdout. Pareil avec Symfony, on peut lui expliquer qu'on veut aller loguer dans stdout. L'avantage, c'est que du coup, directement en consultant les logs de Docker, on aura accès aux logs à l'intérieur, notamment celles des applications. Et c'est super intéressant. Et enfin, dernière ressource, mais qui est en lien finalement, qui est un dépôt GitHub qui s'appelle Devilbox. Alors le nom fait un peu flipper, mais qu'est-ce que ça vous propose Devilbox, ça vous propose un environnement complètement dockerisé pour faire fonctionner des applications PHP. Ce qu'on appelle la stack LAMP, mais aussi la stack Min. Et donc là, vous avez plein de solutions qui vous sont fournies avec la Devilbox. Vous avez Apache, Nginx, PHP dans plein de versions. Vous avez HAProxy, Varnish, ngrok. Imaginons vous avez un environnement de dev, vous souhaitez qu'il soit accessible sur Internet pour que votre client teste quelque chose. Je crois que je n'ai jamais utilisé, mais il me semble que ngrok vient remplir ce travail-là. Là, vous avez les différentes versions de PHP, Python, Node, vous avez Mailhog, Blackfire, du Elasticsearch, du Kibana, bref, vous avez une quantité astronomique de choses, peut-être même un peu trop, mais en tout cas, vous avez là une boîte à outils déjà bien complète et ça peut en tout cas vous donner des idées sur comment organiser votre environnement de travail. Écoutez, voilà, on arrive à la fin. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne, d'aller sur le site hebdo avec 2o.fr pour retrouver l'entièreté des liens évoqués dans cette vidéo. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres, soyez bienveillants les uns avec les autres, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous samedi à 9h pour une nouvelle vidéo un peu plus technique que celle d'aujourd'hui. Allez, ciao!